La transformation de notre industrie s'accélère. Nouvelles normes, nouveaux usages, ateliers numériques, digitalisation de la relation client, e-commerce, Web2Pack, l'industrie de l'emballage est en pleine révolution. Je m'appelle Thomas Otax, je suis le CEO et cofondateur de Paquitou. Chez Paquitou, nous digitalisons la gestion commerciale des industriels du packaging. Dans ce podcast, les Paquitalks, nous abordons ce sujet avec celles et ceux qui font l'industrie de l'emballage d'aujourd'hui et de demain pour vous inspirer dans votre propre transformation numérique et managériale. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Sarah Esca, la présidente de la société Moco Cartex. Bonjour Sarah. Bonjour Thomas. Sarah, je suis ravi de vous recevoir pour ce premier épisode des Packy Talks. Alors quand je pense à vous et à Moco Cartex, 3 points clés me viennent tout de suite en tête. Le carton, une histoire de famille. Vous, Sarah, femme chef d'entreprise. Et la vision du digital dans votre entreprise. Alors on va en parler pendant ce podcast, mais pour commencer, ce que je vous propose, c'est de vous présenter et puis de nous parler un peu de vous. Tout à fait. Donc, écoutez, je m'appelle Sarah Esca, j'ai 47 ans cette année, je suis mariée, j'ai un grand garçon de 20 ans. D'accord. Au niveau de mon parcours, moi, après le bac, j'ai fait 5 années d'études dans le commerce et le marketing, avant de travailler dans le groupe Transgourmet, à l'époque Aldis, où j'ai eu la chance de travailler dans différents services, de la communication au grand compte, en passant par le contrôle de gestion. Donc, ça m'a fait une très, très bonne expérience professionnelle. Puis, j'ai rejoint maintenant, il y a 20 ans, l'âge de mon fils. Donc, c'est le deuxième enfant de la famille, l'entreprise familiale, puisque j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs où l'entreprise était le troisième enfant de la famille aussi. Donc, Alors justement, l'histoire familiale, parce que c'est une histoire qui remonte à votre grand-père, je crois. oui, Donc c'est une histoire qui a évolué sur 3 générations. Si j'ai bonne mémoire, ça a commencé avec de l'impression sur toile de jute pour imprimer les sacs de pommes de terre. Et d'ailleurs, vous avez encore des machines chez Moco Cartex qui ont plus de 50 ans. Et puis on est passé du sac en toile de jute au carton, avec cet ancrage territorial très fort qui vous caractérise, puisque vous êtes basé à Peugeard, dans la région de Bordeaux. Vous avez une histoire forte donc avec cette région, particulièrement avec l'univers viticole, puisque vous fabriquez et concevez des cartons à destination des viticulteurs depuis très longtemps. Donc vous, ça vous parle, vivre avec son territoire, vivre avec son terroir même, et puis vivre avec sa famille dans l'entreprise. tout à fait, tout à fait. Donc c'était alors mon grand-père, on peut même remonter sur mon arrière-grand-père, puisqu'à l'époque il faisait de la chaux. Il avait un four à chaux et travaillait déjà avec la viticulture, puisque la chaux servait à traiter les vignes, ainsi que les bassins ostréicoles à Arcachon. Donc on a commencé comme ça, puis quand les nouveaux produits sont arrivés un peu plus chimiques, on va dire, l'activité a décliné et mon grand-père est parti et a répondu à l'époque à une annonce d'un bouchonnier qui cherchait un agent commercial. Donc, il a commencé comme ça sa carrière. Il Et a commencé. c'était quand ça à peu près pour nous replacer le contexte de C'était en temps? 1966, D'accord. exactement. Donc, c'est Ducasse qui cherchait un agent commercial pour revendre des bouchons. Donc, il s'y est intéressé, il a répondu à l'annonce et ça a commencé comme ça, en fait. Il y avait des nouveaux besoins au niveau de la viticulture, puisque ils commençaient à vendre leur propre vin et ils commençaient à eux-mêmes le commercialiser alors que jusqu'alors, ils le commercialisaient via les caves coopératives. Donc, il y a de nouveaux besoins qui sont arrivés. Et effectivement, mon grand-père a commencé tout seul, donc par la revente de bouchons. Puis après, est devenu dépositaire BSN à l'époque pour le Nord-Gironde, puisqu'il était installé sur Blaye. Donc, il a commencé, je vous dis, tout seul à revendre, donc à faire du négoce au niveau de produits pour la viticulture. Donc, les bouchons, les bouteilles, et puis après, rapidement, les cartons. Il y a eu un vrai besoin de cartons et de personnalisation au niveau des cartons. Donc, effectivement, il a investi d'abord dans une toute petite machine, un rouleau encreur qui était avec une manivelle Ouais. où il passait les cartons un à un. Et puis, il y avait le cliché, un petit barboteur d'encre. Donc, à la main, il tournait la manivelle pour imprimer. Et puis après, il investit 5-6 ans après dans des DCM qui, effectivement, était destiné à l'impression des sacs de pommes de terre, exactement. Donc, il a commencé avec ces petites machines qu'il a adaptées pour repiquer les cartons. Donc, ça a commencé comme ça.
et ancré effectivement alors dans le Nord-Gironde dans un premier temps, où il y avait le gros développement au niveau de la viticulture et puis après dans la proximité puisque rapidement il a ouvert des agences au cœur des appellations viticoles, du Grand Sud-Ouest. Donc du Grand Sud-Ouest. Et ça allait de où à où? Et puis aujourd'hui d'ailleurs, Moco Cartex, ça va de où à où sur ces domaines? Alors, aujourd'hui, on est présent de Cognac à Narbonne, dans un dans le grand sud-ouest de la France, on va dire. Voilà, donc on s'est très rapidement, il a ouvert, enfin très rapidement, oui. Dans les années 80, il a ouvert sur Libourne, et puis ensuite il a ouvert sur Pauillac pour le Médoc, puis dans l'Entre-deux-Mers, puis après dans le Gers à Saint-Germain, puis à Narbonne. Donc vraiment l'idée, c'était d'être très près des appellations et vraiment au cœur et très proche de nos clients, puisque c'était la demande à l'époque, cette proximité. Donc, on s'est vraiment développé autour de la proximité et puis autour d'une gamme de produits très large qui allait du carton, de la bouteille, les bouchons, la caisse bois, les capsules. Vraiment, c'était tous les produits autour de la viticulture. On s'est vraiment spécialisé dans les années 80 sur la viticulture par de la proximité et par ces gammes de produits très variées. D'accord. Et après votre grand-père, du coup, votre entreprise a été transmise à qui? À mes parents, alors à ma mère, puisque c'est ma mère, qui est, la fille Moco, on va dire. Donc, c'est ma mère qui est arrivée dans les années 75, puisque mon père a fait appel à elle alors qu'elle était dans le Béarn, elle était à Pau et également à mon père puisqu'ils étaient mariés. Donc tous les 2 sont venus, ont quitté Pau et sont venus, sur Blaye pour, accompagner mon grand-père et aider mon grand-père dans cette histoire familiale. Donc ils ont tous les 3 participé à l'évolution et ont vraiment. Alors on était dans les années fastes hein, pour la viticulture, on était dans des années où il y avait un essor très très important des vins de Bordeaux, donc avec beaucoup de clients, beaucoup de demandes et beaucoup de besoins autour de ces matières sèches. Donc ils ont vraiment fait évoluer l'entreprise, comme je vous disais, par de la proximité, par l'ouverture de ces agences et par la diversification au niveau des produits qu'on proposait à nos clients. L'idée, c'était vraiment de leur proposer toute une gamme de produits, tout ce dont ils ont besoin pour travailler leurs produits. Alors vous rejoignez l'entreprise familiale début des années 2000, hein, Tout à fait. et vous avez pris le relais tout de suite. Vous avez eu tout de suite beaucoup d'autonomie. Il y a eu un accompagnement important au départ. Comment ça s'est passé pour vous, cette intégration? Alors, mon moi, je suis rentrée, donc les années 2000, on commençait un peu à sentir la crise, hein, ça commençait. J'ai rejoint cette entreprise familiale, comme je vous disais, après une expérience très enrichissante, chez Transgourmet. Donc, je suis arrivée avec une vision, une organisation, une structuration d'entreprise que j'avais, appris, dans mon ancienne expérience professionnelle. C'était un vrai besoin parce que c'est vrai que l'entreprise s'était développée très fort dans les années 80 puis 90, mais s'était développée sans trop de structuration, sans ERP, avec un petit système informatique un peu désuet et qui ne convenait plus au niveau d'affaires où était arrivée l'entreprise. Donc, Parce qu'à cette époque-là, Moco Cartex, c'est combien de salariés et c'est combien de clients servis? alors, c'est à peu près 6 000 clients, parce que beaucoup de propriétés, et c'est à peu près 70 personnes. D'accord, donc là, effectivement, un vrai besoin de structuration, parce qu'on ne peut plus faire les choses à la main ni avec quatre bouts de ficelle. Exactement, mais c'était ça. Et on était arrivé au bout d'un système, donc il fallait revoir tout le système informatique, toute l'organisation, les flux, l'organisation dans l'entreprise des flux et des différentes productions, puisqu'il y avait la production des ateliers caisse-bois, il y avait des ateliers carton, il y avait de la logistique, un vrai service de livraison également. Donc tout ça, il fallait mais comment le fluidifier, l'améliorer, parce qu'il y avait beaucoup de lourdeur et il y avait, même par rapport au service client, des gestions de stock qui n'étaient pas très très rigoureuses. Donc, il a fallu tout revoir. Donc moi, je suis arrivée dans les années, en 2003 et donc mes parents étaient encore là. Mon grand-père était déjà à la retraite, mais mes parents étaient encore là. Donc moi, mon principal objectif, ça a vraiment été
la partie gestion, on va dire, dans un premier temps, partie contrôle de gestion, de travailler un petit peu tous les coûts, voir où on en était, et puis après cette structuration et le déploiement d'un ERP qui a été déployé après en 2005. D'accord, Voilà, donc c'est on y reviendra. Mais j'ai l'impression que dans le contexte actuel, avec le digital, l'ouverture aux clients en ligne, etc., c'est aussi, c'est en fait 20 ans plus tard, il y a eu 20 ans d'un sujet de structuration parce que ça pouvait plus tenir dans la production. Et puis aujourd'hui, peut-être c'est dans la phase commerciale que ça peut plus tenir parce qu'il y a des nouveaux besoins. Donc là aussi, des nouveaux systèmes informatiques, des exactement. nouvelles façons de processer le commerce. Bon, on en reparlera tout à l'heure, mais je pense que ça fait écho avec 20 ans d'écart. Il y a 20 ans, on digitalisait la Oui, production. Et finalement, aujourd'hui, on digitalise toujours la production, mais aussi maintenant le commerce. On va y venir. Donc en 2003, vous rejoignez l'entreprise que tout vous à fait. dirigez aujourd'hui. Il y a vos parents, vous prenez à bras le corps le sujet de la transformation numérique sur la production pour mieux processer, mieux servir, être plus carré. Et puis après, je crois, vous allez prendre totalement les rênes de la société. Et puis, vous allez commencer à penser agrandissement, diversification, aller sur le sur-mesure avec en 2016, je crois, l'acquisition de Cartex, puis le développement de nouveaux marchés, des nouveaux canaux de distribution, et puis encore tout un tas d'investissements pour préparer l'avenir. Vous pouvez nous en parler? Oui, tout à fait. Donc effectivement, le secteur dans lequel on avait évolué, qui est la viticulture, a commencé à connaître une crise assez importante, dans les années 2000, puis 2010. Donc on s'est dit: «Bon, voilà», on s'est posé la question entre cette crise dans le milieu du vin, le réchauffement climatique, l'essor du e-commerce. Donc tout ça nous a poussé quand même à nous reposer des questions, à évoluer, à se dire: «Bon, qu'est-ce qu'on va devenir et comment on va, pérenniser notre entreprise et comment on va développer notre activité dans un secteur, voilà, encore une fois en crise et qui va faire que diminuer. C'était vraiment la vision qu'on en avait et tout ce qu'on se disait, puisque ils nous prévoyaient qu'on ferait du Porto à Bordeaux dans les années 2020. On n'en est pas loin, loin. Donc voilà, donc il a fallu se remettre en question. Effectivement, l'idée, c'était de se dire, bon, aujourd'hui, on vend du carton pour la viticulture, mais le carton, on en a besoin partout et tout s'emballe. Donc il faut qu'on arrive à se diversifier. Mais le problème, c'est que nous étions négociants. Donc on avait une grosse force commerciale, une grande proximité, une grande connaissance client, mais par contre une moins bonne maîtrise du produit que l'on vendait, qui était le carton. Donc il nous a paru important et indispensable d'avoir cette maîtrise en rachetant un de nos fournisseurs qui était Cartex et qui était un transformateur. Donc, il partait. Juste, pardon, je vous coupe Sarah, mais c'est peut-être pour ceux qui écoutent ce podcast et qui vous connaissent forcément un peu moins bien que moi, quand vous dites que vous êtes négociant, ça veut dire que vous achetiez des cartons déjà fabriqués, que vous faisiez le repiquage, la personnalisation sur ces fameuses machines dont vous parliez tout à l'heure et qui ont évolué, puis des nouvelles. Et donc effectivement, vous n'étiez pas transformateur carton, vous n'étiez pas un cartonnage à part entière à cette époque, c'est ça? Non, tout à fait, oui. C'est ça, on était négociant. Donc, on achetait, alors c'est là où on avait une gamme très, très importante de produits, c'est-à-dire que pour mettre 6 bouteilles, on devait avoir 60 cartons différents. Donc, une grande gamme de produits, mais en négoce. Donc, on achetait, on revendait et on a amené la valeur ajoutée qui était l'impression, puisqu'on repiquait à façon. Donc, on repiquait de 5 à 10 000 cartons, mais on repiquait aux besoins du client. On personnalisait nos cartons aux besoins des clients et selon les quantités souhaitées. Mais voilà, nous étions, alors on avait une force commerciale très importante puisqu'on avait plus de 30 personnes au commerce. Ça a été pratiquement la moitié des effectifs pendant un moment. Donc une relation client très importante, un service client très important, mais pas de fabrication, vraiment du négoce et de la personnalisation, mais pas de fabrication. Donc nous avions quand même un service devis, un petit bureau d'études, mais vraiment tout petit. Mais voilà, on n'avait pas la main et la maîtrise sur le produit. On était un peu boîte aux lettres, c'est-à-dire qu'on prenait le besoin du client et on le retranscrivait à nos fournisseurs. D'accord. Donc, à un moment donné, et puis avec l'évolution qu'on a tous connue, avec la spécialisation qu'il y a eu à tous les niveaux, dans tous les commerces, c'est à ce moment-là que nous nous sommes dit, bon, il va falloir qu'on évolue dans nos compétences et qu'on maîtrise mieux ce produit pour pouvoir le présenter et le proposer à d'autres secteurs d'activité et arriver à faire n'importe quel type et format d'emballage.
Et d'ailleurs, c'est vrai qu'en 2016, on est dans un véritable essor des solutions d'emballage carton, et notamment en carton ondulé, avec voilà, tout un pan de solutions pour la vente de produits en e-commerce, etc. Donc je pense qu'effectivement tout ça était lié pour vous. Oui. Donc Cartex, c'est une société basée à Fléac, dans la région de Cognac. À cette époque, Cartex, c'est une structure de quelle taille en fait par rapport à Moco? C'était plus Alors, important, c'était plus petit? c'était plus petit, c'était notre fournisseur donc qui est effectivement donc basé à côté de Cognac, à côté d'Angoulême, donc très présent au niveau des spiritueux, donc c'est ça qui nous a aussi, plu. Petite structure puisqu'il y avait, allez, un peu moins de 15 personnes, pour un chiffre d'affaires d'à peu près 2,8 millions quand Moco réalisait à peu près, 18-19 millions d'euros. Donc beaucoup plus petite structure, par contre beaucoup plus spécialisée, beaucoup plus technique que nous l'étions. Alors avec moins, cette partie commerciale que nous avions, nous et que nous avons toujours eu, mais par contre beaucoup, des machines, des vraies machines de transformation de, l'autoplatine, au combiné, en passant par le groupe imprimeur 4 couleurs. Donc D'accord. là, vraiment des grosses machines et un outil de production très intéressant pour nous. Et là, d'ailleurs, on peut vraiment parler de remonter la chaîne de valeur, de synergie, d'une complémentarité, et puis en plus, effectivement, une position maintenant sur cette région spécialisée dans l'univers, là aussi un peu viticole, mais peut-être plus sur la partie spiritueux. Donc c'était Tout à fait. effectivement très complémentaire. Et puis cette volonté d'aller gagner en compétence sur la fabrication carton qui était stratégique et puis en plein essor. Donc là, vous passez de négociant à négociant et cartonnage, mais toujours sur les deux facettes, c'est ça? Oui, tout à fait. Toujours les 2 activités parce que très, toujours très présent au niveau de la viticulture, quand même des clients importants qu'il fallait suivre, qu'il faut qu'on et puis qu'on continue à servir bien sûr puisque c'est quand même, nos clients historiques. Donc une vraie activité toujours dans le négoce, mais elle en déclin malgré tout, hein, de par, encore une fois la crise que rencontre ce secteur-là et le regroupement puisque, quand, il y avait, 8 000, 9 000 propriétés dans les années viticoles hein, au niveau de Bordeaux dans les années 2000. Ça a réduit de plus de 50% par des rachats, par des arrêts au niveau des arrêts d'activité au niveau de nos clients. Donc, donc oui, une activité qui perdure au niveau de la partie négoce et viticole, mais un développement également attendu sur la partie transformation. Mais ces deux activités tout à fait qui collaborent et qui continuent de collaborer, mais avec des nouveaux besoins au niveau de la transformation et des nouvelles compétences à acquérir aussi en interne, puisque nous n'avions pas cette technicité. Donc, il a fallu qu'on forme nos équipes, il a fallu qu'on travaille aussi, vous voyez, pour qu'on maîtrise mieux le produit, en même temps on a acquis ce Cartex. On a également créé un bureau d'études, on a investi dans des logiciels de conception d'emballage, on a embauché de nouvelles personnes et on a formé des personnes qui étaient déjà chez Moco pour grandir et mieux maîtriser l'aspect technique du produit que nous avions moins que Cartex, puisque lui était transformateur depuis toujours. Alors ce pari et cette vision que vous avez en 2016, aujourd'hui on est en 2023, donc 7 ans plus tard, ce que vous envisagiez, ce que vous prévoyez est arrivé ou est en passe d'arriver avec effectivement une prise de position de plus en plus forte sur la partie fabrication, sur mesure, à façon, cette remontée de la chaîne de valeur. Est-ce que ces objectifs sont atteints pour vous aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours la voie de votre développement? Alors, déjà, aucun regret sur cette acquisition effectivement parce que, l'évolution, ces dernières années, nous montre qu'on a eu vraiment raison de se développer en ayant cette maîtrise produit et surtout pour avoir la possibilité de se diversifier et de proposer de proposer nos produits à d'autres secteurs d'activité que la partie viticole. Donc oui, ça nous a donné raison. C'est un site qui est en développement. C'est un site qui nous permet de faire du sur-mesure, qui nous permet de faire
tout type d'emballage et tout type de format d'emballage. Donc c'est un site qui est toujours en développement et qui répond à un vrai besoin client aujourd'hui avec tout cet aspect RSE, cet aspect sur mesure. On est vraiment spécialisé dans de la petite et de la moyenne série sur des emballages sur mesure, donc où il n'y a pas de perte on ne voyage pas, on ne fait pas voyager de l'air. On est vraiment, on accompagne nos clients pour essayer de réduire un maximum leur empreinte carbone. On travaille sur nos machines aussi. Donc, c'est un site qui est en développement et on n'a jamais regretté cet investissement, même si on a mis un peu plus de temps à maîtriser le produit et atteindre les objectifs qu'on s'était fixés, enfin, et atteindre les objectifs qu'on s'était fixés à l'époque quand nous avions acheté Cartex, parce que c'est un vrai changement, ça a été un vrai changement au niveau de nos équipes et des compétences surtout. Un autre point qui m'avait marqué, nous on s'est rencontrés en 2019, donc ça fait déjà quelques années qu'on travaille ensemble et qu'on partage beaucoup. Donc c'est vrai que cette histoire, je la connais un peu, mais les auditeurs moins forcément. Ce qui m'avait marqué quand on a parlé les premières fois en 2019, et ça je pense que ça vient de votre ADN, hein, du négoce, c'était une capacité à produire et à servir vos clients extrêmement rapidement, même de façon assez hors norme pour le secteur. C'est-à-dire que bon, aujourd'hui, c'est vrai que sur certains sites internet, de sites de web to pack, il y a des engagements de livraison en 48 heures, 5 jours, 2 semaines. Mais dans la norme dans l'industrie, c'était une fabrication, c'est toujours une fabrication où on parle plutôt en semaines. Sauf que pour vous, c'est pas nouveau. Vous aviez déjà, avant même la vision du digital en termes de production, un engagement de livrer en quelques jours vos clients pour les emballages personnalisés. Je pense que c'était beaucoup lié à l'ADN Moco, mais je pense que vous l'avez amené aussi chez Cartex, servir le client très vite, c'est-à-dire commande, bon à tirer, une fois que c'est fait, en quelques jours, le client était livré, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est l'ADN de Moco. C'est vrai que ça a toujours été on a toujours, chez Moco, client a toujours été la priorité de l'entreprise. Ça a toujours été la satisfaction client et le service client. Donc toute l'organisation et justement le déploiement de l'ERP et toute l'analyse au niveau des flux, a été fait autour d'un objectif principal qui est la réactivité. Donc ça a été notre ADN et nous l'avons amené chez Cartex effectivement. Et là encore, parce que Cartex était un peu le Moco d'avance, donc on est arrivé, ils faisaient leur planification sur Excel, donc il a fallu intégrer notre ERP également et retravailler tous les flux au niveau de cette nouvelle structure. Et nous avons amené cette réactivité chez Cartex, oui, parce que encore une fois, c'est l'ADN de Moco et ça a toujours été notre comment notre Marque de fabrique. ouais, notre marque de fabrique, tout à fait. Et ce que nous avons vendu à nos clients et toujours proposé aux clients, c'est cette réactivité. Donc oui, on l'a amené chez Cartex et c'est pour nous primordial et c'est aussi ce qui peut faire notre différence parce qu'on évolue dans un monde où il y a des mastodontes quand même au-dessus de nous, avec des onduleurs et des cartonniers qui sont des grosses structures. Donc on est le petit village gaulois, il faut que on sorte et qu'on se différencie d'eux et c'est vrai que cette réactivité a toujours été primordiale. La poussée, enfin en tout cas, vous étiez très fort côté production. Là, vous essayez maintenant de monter d'un cran dans la partie commerciale avec des nouvelles solutions, un site internet. Donc c'est dans l'idée de dire, si je suis capable de produire vite, il faut aussi que je sois capable de conseiller vite, ou en tout cas de vendre vite, et de produire des services où le client peut faire en quelque sorte son marché tout seul. Et donc depuis quelques années, vous avez déployé, vous avez apporté une vision pour l'entreprise avec beaucoup d'investissements, que ce soit en solutions logicielles et en équipement. Vous pouvez nous en parler? Oui, alors, mais ça c'est à la suite de cette acquisition de Cartex, comme je vous disais, effectivement, on a également investi dans un bureau d'études, on a internalisé notre PAO, on a investi dans des logiciels de conception d'emballage dans un premier temps, avec de la formation pour justement développer cette offre au niveau de notre sur-mesure, être vraiment force de proposition auprès de nos clients et être un spécialiste du carton. Donc, d'abord des investissements au niveau des logiciels, ensuite au niveau de nos machines, on est des industriels, donc il faut sans cesse qu'on travaille sur les machines. On a beaucoup travaillé quand on est arrivé chez Cartex. Ils étaient un petit peu
délaissé nos machines, donc il a fallu qu'on investisse beaucoup pour remettre en état le parc machine qui existait. On a investi dans une plieuse-colleuse, une nouvelle et une PCR pour permettre de proposer là encore des nouveaux produits à nos clients sur des coffrets avec des fonds automatiques, permettre la dépose d'adhésifs sur des coffrets avec l'essor du e-commerce par rapport aux nouvelles demandes qui se faisaient sentir. On a essayé d'adapter nos investissements à tout ça. Et alors, donc, cette partie logicielle, conception d'emballage, cette partie vraiment machine avec la PCR, la remise en état de toutes nos machines, la numérique le pôle numérique qui est arrivé l'année dernière, et puis toute la partie également digitalisation. Donc avec après le Covid, pendant le Covid, parce que ça a au moins servi à ça, un vrai développement souhaité au niveau du digital, donc site internet, et puis votre solution Hype pour là aussi dans un souci de réactivité auprès de nos clients pour pouvoir remettre des prix en instantané sur justement toute cette gamme sur mesure, travailler avec Hype sur ce logiciel et développer cette solution pour arriver à pricer instantanément ces produits-là. Donc oui, sans cesse à se remettre en question, sans cesse à investir, puisque dans nos métiers, dans notre industrie, si on n'investit pas, on recule. Alors là, on m'a toujours dit ça et mon grand-père m'a toujours dit ça. Donc, il vaut mieux investir, même dans des moments, dans des situations de crise. Il faut investir. Il ne faut jamais arrêter d'investir pour pouvoir évoluer. D'accord, donc ça c'est une histoire qui a évolué dans le temps et on voit qu'encore aujourd'hui, voilà, vous avez effectivement cette histoire, ces valeurs qui ont été transmises jusqu'à vous et vous continuez à appliquer ces préceptes dans un monde qui a forcément changé et qui va continuer de changer. Donc dans le carton, en tout cas, le service d'emballage, parce qu'il y a encore beaucoup de solutions, hein. Ça se résume pas qu'au carton chez vous, même si ça devient une part prédominante, ou ça l'est depuis quelques années et ça risque pas de diminuer. En tout cas, c'est une véritable histoire de famille et qui continue. Alors sur le deuxième point dont je voulais parler avec vous, on célébrait il y a quelques semaines la Journée mondiale des droits de la femme, un sujet dont on parle. Vous êtes femme, chef d'entreprise dans un univers industriel. Il faut se le dire, il n'y en a pas beaucoup. Alors la question c'est, est-ce que c'est un sujet? Est-ce que c'est un sujet pour vous, pour les autres, ou c'est totalement accepté, c'est une banalité aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du rôle de la femme en tant que chef d'entreprise? Et puis vous, comment ça vous impacte? En fait, comment vous le vivez au quotidien? Alors, femme chef d'entreprise, pour moi, ce n'est pas un sujet parce que je ne me suis jamais sentie mise de côté, rabaissée. On m'a jamais regardé. Alors, je n'ai jamais senti que mon sexe faisait changer la manière dont les gens dans le cadre professionnel s'adressaient à moi ou me considéraient. Alors après, comme ce n'est pas un sujet pour moi, je pense que c'est vraiment des choses arriérées et je pense qu'on n'en est plus là, mais je l'espère. Alors, peut-être que je suis naïve et que d'autres personnes, d'autres femmes le vivent différemment. Moi, pour moi, ça n'a pas été un sujet parce qu'encore une fois, ce sont des batailles d'arrière-garde. Aujourd'hui, un homme, une femme, pour moi, c'est la même chose avec les qualités d'un homme, les qualités d'une femme, et c'est important de pouvoir travailler ensemble. Alors maintenant, vous dire qu'on est arrivé à une parité parfaite, qu'il n'y a plus de problème de machisme, je n'irai pas jusque-là parce qu'effectivement, je me suis sentie parfois très seule dans plusieurs réunions professionnelles où la mixité et la parité est loin d'être encore acquise. Mais voilà, pour moi, je vous dis, alors peut-être naïvement, hein, mais de mon fauteuil, ça n'a jamais été un problème. Au contraire même, je pense qu'on a aussi des atouts. Le fait qu'on soit pas beaucoup non plus fait qu'on a peut-être un peu plus de lumière de temps en temps. Donc voilà, pour moi, ça n'a pas été un sujet et il n'y a pas eu de problématique due à ça. Donc Et du coup, après, pour vous, dans l'organisation, le recrutement, la parité, la mixité chez Moco Cartex, est-ce que, comme c'est pas un sujet pour vous, c'est pas forcément un sujet de réflexion, un sujet d'attention, ou quand même, pour le coup, après, en termes d'organisation pour Moco Cartex, c'est quelque chose sur lequel vous avez quand même une attention particulière?
Alors oui, on amène une attention particulière à avoir cette parité parce qu'on a dans les, 20 ans d'expérience professionnelle, on a, essayé, d'avoir beaucoup d'hommes. On a enfin essayé, on a été confronté à avoir une équipe avec beaucoup d'hommes, on a été confronté à avoir une équipe avec beaucoup de femmes. Heu, Autant l'un que l'autre, ça ne l'a pas fait. Quand il n'y a que des hommes ou quand il n'y a que des femmes. Par contre, ça s'est toujours très bien passé quand il y a la parité et la mixité. Donc nous, on essaie d'avoir cette parité. Alors sur nos derniers index hommes-femmes, on doit être une des seules entreprises, c'est en défaveur des hommes chez nous, un tout petit peu. On est un tout petit peu en dessous de la parité parfaite, mais en défaveur des hommes puisque on a des postes à responsabilité qui sont occupés beaucoup par des femmes. Mais en tout cas, ce qui est important pour nous, et on cherche à le faire et à le mettre en place, c'est vraiment cette parité, cette mixité dans les équipes, ce qui fait que nous avons des chauffeuses, que nous avons des imprimeuses, et que nous avons des assistants commerciales. Voilà, donc et des secrétaires masculins aussi. Donc, on essaie vraiment d'avoir cette parité, cette mixité dans nos recrutements. Donc, on va pas prendre quelqu'un juste parce que c'est un homme ou juste parce que c'est une femme. Mais par contre, à compétences égales, effectivement, on fait attention de voir comment est composée l'équipe et on essaie de mettre de la mixité un maximum de fois. Ok, donc si je résume, c'est pas un sujet, plutôt pour vous des notions d'arrière-garde, mais toutefois, il est important que dans votre organisation, il y ait une parité, une mixité pour avoir un équilibre. Tout à fait. Ok, alors tout autre sujet, j'aimerais bien si vous voulez qu'on revienne sur ces dernières années, des années hors normes qu'on vient de vivre et qu'on vit encore. Alors je pense que là, c'est un sujet pour toutes celles et ceux qui font notre industrie, l'industrie de l'emballage, qui participent, qui la vivent au quotidien. Je pense que ça peut être un peu bateau ce que je vais dire, mais c'est une réalité. Et pour vous, donc en tout cas le changement climatique, par exemple, c'est un impact sur le terroir, sur le territoire viticole, donc ça a eu un impact sur votre activité. Ça, d'ailleurs, c'est peut-être un peu plus spécifique à Moco Artex, mais d'autres points, le plastic bashing, l'essor des solutions carton, l'essor du e-commerce, et là aussi des solutions carton spécifiques, et puis la transformation des usages dans le numérique, des nouveaux acteurs en ligne, une nouvelle façon de distribuer, de se faire connaître. Puis après le Covid, donc Covid, fermeture, crainte de l'avenir, PGE, pas PGE, puis une activité quand même à faire tourner, des salariés à faire venir dans un contexte sanitaire particulier où on ne sait pas trop, bon, plusieurs confinements, donc bon, des équipes qui peuvent aussi être contaminées, se contaminer ensemble, qui sont en roulement, puis la pénurie carton avec l'essor, puisque le Covid a entraîné une hausse de la consommation et notamment sur les produits et biens de grande consommation. Donc là-dessus, et bien les solutions carton de type prêt à vendre, PLV, caisse de regroupement et d'expédition ont été extrêmement consommées avec des phénomènes de surstockage, donc des pénuries de matières, des augmentations à répétition de prix l'année dernière, l'augmentation du volume de demandes à traiter côté client pour faire les devis et puis produire et les servir, un manque de main-d'œuvre. Je reviens sur la partie dédiée au Covid, hein, mais je pense aussi aux problématiques de recrutement, avec ce que j'appelle, je sais pas, la grande désertion ou la grande disparition, en fait. Mais ils sont où? Pourquoi on n'arrive plus à recruter? Et puis le ralentissement maintenant en 2023, peut-être de manière générale, je sais pas, hein, mais vous nous direz comment ça se passe pour vous. Mais en tout cas, effectivement, un phénomène de baisse des prix maintenant sur la matière, puis une forte concurrence, donc qui induit une forte concurrence entre acteurs, et bon voilà, une activité qui ralentit, des sociétés clientes qui ferment, des sociétés qui commandent plus. Alors vous, en tant que chef d'entreprise, ces 3 dernières années, qui sont hors normes en termes de gestion, de pression, de stress et d'incertitude, comment vous l'avez géré? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas été épargnés ces dernières années, hein, mais vraiment pas, parce que quand vous faites la liste, ça fait un peu peur. Alors, comment on l'a vécu? Une fois que alors sur le covid, en l'occurrence, qui a été le début, une fois digéré, on s'est dit que c'était une chance. Donc là encore, hein, c'est familial et c'est le grand-père, hein, mais toutes les crises, en fait, c'est une chance. Donc il faut le voir comme ça. Alors, une fois le premier effet passé, hein, quand même, la stupéfaction de toutes ces crises, hem,
On l'a pris comme une chance. On s'est dit: «Bon, on est dans cet, environnement, on ne peut rien y faire à notre niveau, donc il faut qu'on arrive à s'adapter». Donc on se pose, on essaie de prendre un peu de recul, de voir les choses, de manière un peu posée et de se dire comment nous on évolue dans tout ça et comment on s'en sort. Donc beh, tout ce que vous avez cité malgré tout nous a permis, de développer l'activité, de créer de nouveaux services, de réfléchir et d'aller sur de nouveaux créneaux. Le Covid, cet arrêt effectivement et la gestion n'a pas été simple. Par contre, on est quand même une structure familiale, on se connaît tous. J'ai la chance d'avoir des salariés qui sont très engagés et ça nous a permis de serrer encore plus, de resserrer les liens en interne. Donc il y a eu beaucoup de polyvalence, beaucoup d'engagement de la part de nos équipes. Au niveau de l'activité, nous n'avons pas fermé, nous avons réduit, mais avec, voilà, encore une fois, une activité qui ne s'est jamais arrêtée grâce à nos salariés. De notre côté, on s'est dit, alors pendant qu'on continue cette activité, qu'est-ce que va être demain et comment on s'inscrit dans ces nouvelles habitudes et dans ce nouvel environnement. Et c'est là vraiment qu'on a développé toute notre partie digitale où on s'est posé la question en disant, bon, alors maintenant, il faut qu'on avance. On n'avait pas de site ou un petit site institutionnel, nous n'étions pas sur les réseaux. Donc on s'est dit, allez, on y va et on digitalise tout ça et on crée notre site internet, un site internet marchand, on retravaille notre image et notre charte graphique, on se met sur les réseaux sociaux, on développe la partie communication. Donc ça nous a vraiment permis de voir les choses différemment et de s'engager dans cette partie digitalisation. Après, au niveau du plastic bashing, eh ben, pour nous, ça a été une chance et on l'a vu comme ça, puisque plus de plastique, mais du carton sur mesure en plus. Donc là aussi, une matière qui était plutôt à la mode, on va dire, même si la partie emballage est quand même remis en question, on essaie de réduire au maximum. Mais le carton étant recyclable avec une filière qui est quand même bien organisée. Là encore, on l'a pris comme une chance et on a développé toutes les offres dans tous les secteurs d'activité. Changement climatique, ben, pareil, effectivement, gros impact pour nous au niveau du terroir et au niveau de notre clientèle, hein, au niveau de la viticulture. C'est vraiment, on le voit en quelques années, il y a eu un changement profond. Avant, il y avait 4 très bonnes années pour une mauvaise année. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est 4 mauvaises années pour une bonne. Entre le gel, la grêle, il y a beaucoup d'aléas climatiques qui font que effectivement, il y a un gros impact sur l'activité de nos clients. Donc, ben, là aussi, ça nous a poussé à nous remettre en question et à nous dire, bon, il faut que nous, on évolue dans un secteur et avec des clients qui sont en crise et ça va faire que s'accentuer. Donc, comment on se sort de tout ça? Donc, ça nous a, là encore, mis un petit coup de pied aux fesses en se disant, bon, mais on va pas rester à regarder cette crise passer et nous ne rien faire. Donc, eh bien, on s'est remis en question, on a pris du recul, on a essayé de sentir les tendances, être curieux, arriver à se projeter, à faire des paris aussi parce que on est obligé de faire des paris, on a pris des risques, mais c'est comme ça qu'on avance aussi et c'est comme ça que nous, dans l'entreprise, on a toujours avancé en se disant, voilà, une fois passé le premier effet qui se coule, de se dire: «Wouh! Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça?» On va pas le subir, on va juste en faire une chance et on va essayer de se sortir de ça en proposant des choses un peu nouvelles, en étant un peu innovant. Justement, vous dites essayer de mesurer, de suivre et de comprendre ces tendances. Pour vous, c'est quoi justement ces tendances pour notre secteur, l'industrie du pack et en particulier celle du carton? Alors les tendances, ben, d'abord il y a eu l'e-commerce et l'essor du e-commerce. C'est vrai que ça a été très vite avec des besoins énormes en termes de packs. Il y a eu l'évolution de toutes ces petites structures. Alors où ils sont tous les salariés qu'on avait? Ben, je pense qu'ils montent leur boîte et sur internet. Donc il y a énormément aussi
de nouvelles sociétés qui se créent avec des besoins de packaging, des besoins d'accompagnement au niveau du pack. Les tendances, mais c'est ce sur-mesure, cette évolution au niveau du RSE et la, la, de l'attente des consommateurs finaux, donc nos clients à nous, puisqu'on est en B2B, qui se mettent de plus en plus dans ces politiques RSE, qui prennent des engagements par rapport là aussi à leur matière sèche. Donc c'est une chance pour nous, puisque on est vraiment dans ce sur-mesure. On travaille avec le bureau d'études sur l'éco-conception. Cette partie RSE est aussi dans notre ADN, puisque on est une entreprise familiale, on est une entreprise locale, on travaille en France, on produit en France, notre matière première, c'est français. Donc ça fait vraiment partie de notre ADN. On a un travail aussi en interne avec l'ensemble de nos salariés. Comme je vous disais, on a toujours conservé cette partie entreprise familiale. On se connaît tous, on se tutoie, on se fait la bise. Moi, ma porte est ouverte. Enfin, tout ça et ce besoin de retrouver des valeurs importantes qu'on avait perdues, on l'a nous. Et ces tendances-là, pour nous, encore une fois, on le prend comme une chance et on se dit, c'est notre moment. On est dans une période où on a besoin de retrouver du sens. Nous, on est une entreprise où on essaie de mettre ce sens et de donner du sens à nos salariés, de donner du sens à ce qu'on produit, à ne pas faire n'importe quoi, à travailler encore une fois sur nos matières, à travailler sur nos canaux de distribution, notre accessibilité et proposer et se faire connaître auprès de nos clients. Donc, ces tendances-là, c'est ce développement-là du pack, c'est ce développement du carton et c'est le développement du digital, de l'internet, etc. Et justement, par rapport à ça, et c'est peut-être le dernier volet de ce podcast aujourd'hui, mais vous avez mis les deux pieds dedans. Ça y est, vous êtes lancé dans le digital. Vous avez lancé un site e-commerce extrêmement complet avec une offre importante puisqu'elle représente tout ce que Moco Cartex potentiellement peut offrir au marché en standard et demain en sur-mesure. Cette entrée dans le monde du digital, je pense que tout à l'heure, j'écoute et je lis entre vos lignes, hein, vous disiez qu'il faut savoir prendre des risques, savoir se dire, allez, ça y est, on y va, c'est le moment. Pourtant, je pense que vous êtes encore en phase de découverte. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert et qu'est-ce que vous pouvez nous partager sur ce que vous avez découvert de vos premières années de présence en ligne? De mémoire, ça fera 2 ans, là, à peu près en mai, que vous avez complètement refondu le site et que vous avez proposé une expérience marchande sur le site moco.fr. Donc, passer d'un site institutionnel, comme vous nous disiez, à un véritable site e-commerce. Qu'est-ce que vous y avez découvert en termes d'ouverture? Est-ce que ça a marché? Est-ce qu'effectivement, voilà, vous avez conquis des nouveaux clients? Qu'est-ce que ça a produit chez vous en termes de gestion? Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers? Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui je suis plutôt satisfaite, plutôt pas, je ne sais pas encore, je dois continuer de développer. Pour résumer, c'est quoi votre retour d'expérience déjà de ces 2 premières années? Alors, c'est une vraie découverte pour nous effectivement, parce que c'est un milieu qu'on ne connaissait pas. On était très tradi, commerce très tradi, canaux de distribution très tradi. Donc ça a vraiment été une découverte pour nous, un peu comme lorsqu'on a racheté Cartex, où on a découvert un nouveau métier, des techniques complètement différentes et nouvelles pour nous. C'est un petit peu la même chose, c'est carrément la même chose au niveau du digital. C'est très compliqué, il faut s'y retrouver. Ça va vite parce que les choses et les attentes des consommateurs changent tout le temps. Donc notre site, il est déjà désuet. Il faut toujours le mettre en amélioration continue, toujours proposer des nouvelles choses, toujours réfléchir à la fluidité du site. Ça, c'est très nouveau pour nous. Et en même temps, c'est très lent. Le temps de se faire connaître, le temps de se faire référencer dans cette jungle, dans ce Google, comment on se référence, il n'y a pas un mode d'emploi. Donc c'est ça qui est assez perturbant aussi pour nous et pour nos équipes. C'est-à-dire que quand il y a un mode d'emploi, on le suit, la technique, on sait ce que c'est facile, on se forme. Sur Internet, c'est très compliqué.
de savoir vraiment comment faire pour être visible, pour être référencé de la meilleure des manières, pour se faire connaître alors on n'est pas connu d'une partie de notre nouvelle clientèle. Donc c'est un peu le Far West, c'est un peu effectivement, il faut faire sa place, on apprend toujours. On a fait rentrer des nouvelles compétences, on a fait rentrer des community managers, on a fait rentrer des développeurs pour essayer d'accélérer les choses, parce qu'encore une fois, ça va très vite. Mais ça a été très nouveau pour nous et effectivement, on apprend encore, on apprend en avançant et je pense qu'on va encore découvrir des choses. Il faut toujours se remettre en question. Il faut toujours amener des améliorations dans notre offre. Je vous dis, nous, aujourd'hui, notre site a 2 ans, mais on est en train de voir de quelle manière on va le retravailler. On souhaite y intégrer la solution Hype aussi pour permettre à nos clients d'obtenir un prix sur du sur-mesure en instantané également. Mais tout ça paraît simple à dire, mais à faire, c'est beaucoup plus compliqué. Donc effectivement, le numérique, voilà, on apprend toujours, on découvre toujours et c'est quand même assez compliqué. Il faut vraiment se former, il faut vraiment être curieux, là encore une fois, aller chercher de l'info par différentes sources parce qu'encore une fois, il n'y a pas une seule vérité. C'est ça qui est un peu perturbant aussi. Et justement, ce que vous disiez, je pense que ça peut faire écho à la partie industrielle, où effectivement, dans l'industrie, on a des machines, on a des engagements de productivité pour ces machines, et à l'inverse, c'est difficile d'avoir des engagements de productivité dans le site e-commerce. Cette productivité, on va la générer, on va la découvrir, on va l'augmenter. Une machine, on a un mode d'emploi. Un site internet, on peut avoir effectivement des tutoriels pour savoir l'animer, des guides de bonne pratique, etc. Mais il n'y a pas vraiment une loi, une façon de faire, et personne ne sait vraiment d'ailleurs comment fonctionnent les algorithmes de référencement, qui en plus évoluent. Donc la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Alors après, il y a des consensus, il y a quand même des experts du secteur du numérique, mais aussi des experts qui parfois prêchent le vrai du faux. Enfin, c'est difficile de s'y retrouver. Ça doit être un peu confus pour vous tout ça. Et surtout quand on a un ADN d'industriel. Donc effectivement, j'aime bien le mot Far West que vous utilisiez parce que on est encore sur quelque chose de très peu encadré. Et donc là, on en revient à cette dynamique du bah, ok, on prend le risque, on prend la position parce qu'il y a cette tendance que vous avez décelée, quoi. Alors, est-ce que aujourd'hui, par exemple, le site de question, c'est effectivement la découverte d'une nouvelle clientèle totalement différente de celle que vous avez l'habitude de servir, ou en fait non, et c'est les mêmes clients que d'habitude, mais on les retrouve en ligne parce que finalement, eux aussi, ils vont faire leurs achats d'emballage en ligne. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est comment ça fonctionne concrètement la vente en ligne d'emballage personnalisé et sur mesure. Est-ce que le numérique, il se suffit à lui seul? Alors, est-ce que le numérique, alors je vais faire la dernière question parce que j'ai oublié la première. Non, mais ça veut dire que c'était trop long, tout simplement. Alors, je vous reposerai la première après. Effectivement, est-ce que déjà le numérique il se suffit à lui seul? Aujourd'hui, vous dites oui, le site il accueille, il convertit et ça se passe très bien pour le client en autonomie, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça finalement? Alors, non, le site ne se suffit pas lui-même aujourd'hui. D'autant plus que voilà, encore une fois, notre site il va être évolutif parce que là encore, vous voyez, on a découvert un nouveau métier et au début, par rapport à notre site et la stratégie qu'on avait sur ce site, on voulait effectivement adresser nos clients actuels et nos nouveaux clients. Ça a été une erreur. Alors on en avait échangé et vous étiez dans ce sens-là aussi. Et effectivement, ça a été une erreur. On peut pas adresser nos clients tradis de la même manière qu'on va adresser nos nouveaux clients de cette diversification, ces gens dans le e-commerce, etc. On n'a pas la même approche, on ne doit pas avoir la même approche. Donc aujourd'hui, effectivement, tel qu'il est, notre site ne se suffit pas à lui-même.
il faut qu'il y ait un accompagnement, surtout sur la partie sur mesure. C'est-à-dire que pour acheter quelques boîtes avec un logo tradi, sur une boîte d'expédition tradi, effectivement, sur de la petite quantité, il peut se suffire à lui-même. Sur des emballages vraiment sur mesure, particuliers, avec une impression, aujourd'hui, il me semble qu'il ne peut pas se suffire à lui-même et qu'il faut qu'il y ait l'intervention d'un spécialiste, d'un technicien, d'un de nos commerciaux, d'un de nos technico-commerciaux pour aller au bout du projet. Le numérique, c'est très bien pour se faire connaître, pour savoir qu'on existe, pour faire connaître l'ensemble de notre proposition produit, mais ensuite, il faut, me semble-t-il, et aujourd'hui par rapport à ce que l'on vit, il faut un échange avec un humain pour la partie technique, pour le conseil technique. Alors on peut essayer un maximum d'aiguiller le client, mais c'est quand même du sur-mesure et de la personnalisation, et que à ce niveau-là, quand on commence à avoir quelques quantités importantes, il faut malgré tout avoir une intervention humaine. Donc en résumé, le site il va permettre d'acquérir des clients. Ça peut fonctionner assez simplement et 100% en ligne dès lors qu'on est sur des produits relativement standards, basiques, avec des niveaux d'impression là aussi relativement standards et basiques. Et dès lors qu'on va passer à quelque chose d'un peu plus complexe en termes de choix de dimension, en termes de choix de composition, en termes de choix de technologie d'impression, qui peuvent apporter d'ailleurs des rendus plus ou moins différents, là effectivement la partie conseil, la partie commerciale, la partie technique va être importante. Mais dans les deux cas, le site quand même, il permet de se faire connaître, comme vous le disiez, et donc de capter peut-être Ah l'intention oui, d'achat ou l'intérêt que le client a pour vos services. ah Il c'est y a bien sûr. quelqu'un sur le marché qui va s'intéresser à ce que vous faites, qui va peut-être commencer à travailler sur le site, puis après c'est la partie commerciale qui reprend, hein, c'est ça? Exactement. Ah mais c'est sûr. Alors, par contre, la présence, sur le numérique, le développement du site, le développement de l'offre client et cetera, il est indispensable aujourd'hui pour se faire connaître. Ça, c'est certain. C'est, enfin, aujourd'hui, sans ça, c'est très, très, très compliqué, de développer, notre notoriété. C'est très compliqué de présenter, à l'ensemble de nos cibles prioritaires, notre offre produit. Donc aujourd'hui, le digital, le numérique, le site internet est indispensable. Mais effectivement, quand on commence à avoir affaire à des gens qui ont des vrais besoins et ils ont besoin d'un accompagnement technique parce que malgré tout, le produit que l'on vend est technique. Il y a des papiers intérieurs, extérieurs, il y a une cannelure, il y a, mais ça, la personne lambda ne le connaît pas. Et c'est normal. Donc on essaie de l'accompagner, de l'instruire un petit peu avec la présentation sur le site, qu'est-ce qu'une cannelure, etc. Mais c'est malgré tout technique et sur des projets importants avec, vous venez de le dire, avec des impressions un peu haut de gamme, un peu des finitions un peu plus, oui, il faut un accompagnement aujourd'hui humain. Et du coup, la première question que je vous avais posée, c'est effectivement, c'était est-ce que ce pari d'être en ligne avec un site plus puissant, plus moderne, est-ce que ça vous a effectivement permis de découvrir cette clientèle, cette nouvelle clientèle que vous vouliez aller chercher? Ou est-ce que c'est un nouveau pan est-ce que c'est un nouveau pan de population? Ou est-ce que c'est aussi des nouveaux clients du secteur traditionnel que vous adressiez? Est-ce que c'est les deux? Vous voyez ça comment en termes de retour d'expérience des 2 dernières années? Alors, ça nous a permis de capter principalement des clients hors vin. Heu, Principalement. Nos clients, effectivement, ont l'habitude de voir, d'avoir son commercial, son assistant de co, nous passe commande par mail, donc ça n'a pas trop changé de leur, habitude d'achat. En revanche, effectivement, ça nous a permis de capter de nouveaux clients, même si, voilà, encore une fois, il faut qu'on retravaille notre site internet parce qu'avec, l'expérience, hein, et avec, le temps qui passe, on se rend compte que malgré tout, on l'a un peu aiguillé vain et D'accord. que, certains se posent des questions sur, ce qu'on fait, réellement. Donc il faut qu'on le change. C'est pour ça que je vous dis, c'est constant, en fait, l'évolution et
les améliorations à mener sur notre site. Mais il nous a permis, oui, de toucher de nouveaux clients que nous n'avions pas jusqu'alors. Et ça nous a permis de nous faire connaître dans des secteurs géographiques également où nous n'étions pas présents. Mais ça lié avec toute cette partie réseaux sociaux, publication de contenu, référencement payant, gratuit. Voilà, mais c'est long. Ça se fait pas d'un claquement de doigts, par contre. C'est très long. Oui, effectivement, et c'est peut-être la dernière question. C'est combien de métiers nouveaux en fait pour se lancer dans ce Far West, dans cette jungle du numérique? Finalement, c'est beaucoup de nouvelles compétences, où on a des couteaux suisses du web aujourd'hui, où vous apprenez, vous préférez intégrer le savoir-faire chez vous, parce que voilà, vous avez l'histoire, la partie technique, donc vous voulez simplement apporter cette surcouche de connaissances pour passer en ligne, ou c'est vraiment des métiers complètement différents? Alors oui, beaucoup de nouveaux métiers, oui, complètement. Alors, on a bien sûr nos métiers toujours tradis, hein. On est une industrie, on produit, donc on a toujours de la production et on a toujours donc ce besoin, il est toujours là. Même si ça change aussi parce que il faut qu'on arrive à tout automatiser et à tout mettre en ligne. Donc vous voyez, c'est l'étape où on en est aujourd'hui, arriver à vraiment à tout mettre en cohérence et à tout automatiser. Oui, c'est des nouveaux métiers, principalement autour de la communication, principalement autour du marketing et principalement au niveau de l'informatique aussi, pour arriver à être un peu autonome, arriver à faire des petits changements, parce qu'après, c'est vraiment la jungle aussi, hein, au niveau des prestataires, des agences. Tout le monde dit tout et son contraire. On ne sait pas à qui s'adresser, qui a la vérité, qui l'a pas. Donc, on essaie de faire rentrer de la compétence. C'est pas évident non plus parce que certains métiers sont très demandés et puis comme nous n'avons pas les compétences en interne, on ne sait pas trop ce que nous devons chercher. Donc ça aussi c'est compliqué, même au niveau des DRH, hein. Au niveau de notre DRH, c'est de connaître tous ces nouveaux besoins, ces nouveaux métiers, ces développeurs. Elle a participé à des job dating, mais elle connaissait la moitié des mots que que le jeune lui disait en face. Donc oui, c'est des nouvelles notions, c'est des nouveaux métiers, il faut qu'on se mette à jour et qu'on fasse rentrer de la compétence. Donc ce qu'on a fait au niveau alors principalement, je vous dis, de la communication, du marketing, et puis après de travailler avec des agences extérieures. Mais voilà, de trouver la bonne et d'arriver à trouver enfin, les compétences qu'il nous faut, mais déjà, encore faut-il savoir les compétences qu'il nous faut. Donc voilà, donc c'est un peu la jungle, effectivement. Et c'est surtout des nouveaux métiers, des nouvelles compétences, oui. Forgeant qu'on devient forgeron, hein, c'est toujours un peu la même histoire. Exactement. C'est très intéressant, hein, aussi, de découvrir tout Bien ça. sûr. Bon, en tout cas, je vous remercie, Sarah, hein. C'est comme toujours un plaisir d'échanger avec vous et je pense qu'en plus, dans ce format podcast, c'est ultra intéressant. Je vois une belle histoire résumée en 1 heure avec les premiers pas dans un nouvel avenir, qu'en tout cas vous promouvez en interne et qui fait résonner Moko Cartex actuellement, je pense, sur l'univers carton encore plus fort et à l'échelle nationale. En tout cas, déjà, merci pour votre temps. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Et peut-être dans quelques mois ou quelques années pour refaire le point sur cette histoire et comment vous êtes venu peut-être effectivement 100% automatisé d'une commande en ligne jusqu'à la fabrication. En tout cas, c'est votre stratégie et C'est c'est tout le ça. bien qu'on peut vous souhaiter. Merci beaucoup. On va devenir l'Amazon du carton. Ouais, Merci beaucoup, Thomas. et basé à Peugeot. Voilà, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode des Packy Talks. S'il vous a plu, n'oubliez pas de le partager pour nous aider à motiver et convaincre des nouveaux invités à venir partager leur histoire et leur vision de notre industrie. Vous souhaitez rebondir sur ce podcast ou en savoir plus sur Pakitou? Connectez-vous sur notre site internet pakitou.com ou contactez-nous sur LinkedIn. À bientôt.